Limbilobé, vous dites, vous acquiescez mordicus de manière péremptoire que vous êtes tribaliste. Abel Limbilobé, la question que je vous pose c'est quel salaire et qu'est-ce que vous gagnez à être tribaliste? Alors ce qu'il faut dire, Abel, de manière précise, c'est qu'il y a eu avant-hier une réunion de sécurité, une réunion avec des éléments d'une commission mixte de sécurité, police, gendarmerie. Je crois savoir qu'il y avait d'ailleurs les militaires et qu'à l'issue de cette réunion de sécurité, il est apparu que, compte tenu de ces menaces, pas seulement sur votre personne, menaces physiques, menaces de mort, mais sur les membres de votre famille, votre épouse a été agressée, on y reviendra tout à l'heure. Des menaces de mort ont été proférées à l'encontre de votre enfant. Et donc, ce sont les éléments de cette commission mixte de sécurité qui vous ont enjoint de ne pas faire le déplacement. L'un d'entre eux m'a joint, je vais taire son identité pour les besoins de la cause. Votre avocat m'a appelé également. Et je n'avais pas d'autre choix que de me plier à cette décision, car je ne pouvais pas assurer votre sécurité. Et ces éléments ont fait savoir que si des dispositions, vous en parliez tout à l'heure, ont déjà été prises à Douala, ce n'est pas encore le cas pour Yaoundé. Oui, disons que vous avez dit l'essentiel, même si ce n'est pas important de c'est la sécurité. Allô, vous êtes là? À partir du moment où il y a un climat de terrorisme se met en place, vous avez des gens qui prennent sur eux la liberté de menacer à mort des compatriotes, exactement comme ça s'est déroulé à l'époque du maquis. C'est exactement la même chose. Hein. Il y avait des gens qui estimaient que leurs orientations politiques ne devaient pas être combattues par quelqu'un d'autre. Ils estimaient que c'est eux les nationalistes. Personne d'autre ne devait voir les choses autrement. Et dès que vous voyez les choses autrement, on vous appelait collaborateur, on décidait de votre mort et on exécutait la décision de mort. C'est la même ambiance. Des gens estiment que leurs orientations politiques sont celles que le Cameroun doit suivre. Vous voyez, le Cameroun est indépendant depuis 1960. Mais vous avez des gens qui vous disent qu'il n'est pas indépendant. Il faut qu'il soit indépendant. Vous voyez ça? Et ils vous disent, puisque vous dites qu'il n'est pas indépendant, on va vous tuer. Bon, on ne va pas passer tout notre temps là-dessus. Vous avez dit l'essentiel. Des besoins de sécurité ont fait en sorte que je ne puisse pas me déplacer. Alors, pour ceux qui prennent l'antenne à l'instant, en début... Attendez que je termine rapidement. Je voudrais dire qu'une photo circule où on m'a mis avec un monsieur qu'on présente comme mon enfant. Et qu'on aurait mis en danger, on aurait mis une fatwa contre ce monsieur-là, qu'on dit être mon enfant en Europe et qui doit être mis à mort. Il faut aider. Monsieur Okol, vous faites entendre votre voix pour que ce monsieur ne soit pas tué inutilement. Il n'est pas mon enfant. Je ne le connais pas. Cette image est une image de synthèse fabriquée par les officines du terrorisme camerounais qui se développe. Ce monsieur qu'on présente comme mon enfant, il n'est pas mon enfant. Tous mes enfants sont au Cameroun. J'ai 2 filles et 2 garçons. Ils ne sont pas en France. Mais je n'ai aucun enfant en France. Donc n'allez pas tuer quelqu'un en France avec qui vous avez des comptes à régler et vous allez mettre ça sous le prétexte que vous avez tué ce monsieur parce que c'était un enfant de Limbi. Ça, donc, ça a le mérite d'être clair. Je vais le dire en mes mots. Une photo très virale ces derniers temps, cela fait environ 72 heures, et qui affiche Abel et Limbilobé, les deux sont debout, et le monsieur est un peu plus grand, laisse croire qu'il s'agit du fils de Abel et Limbilobé. Une fatwa est lancée, des menaces de mort ont été proférées contre sa personne. Vous venez de l'entendre de Abel et Limbilobé en personne, il ne s'agit pas de son fils,
et il ne doit aucunement payer pour des reproches qu'on ferait à Abel Elimbi-Lobé. Pour ceux qui nous prennent à l'instant, est-ce que vous pouvez nous dire exactement les mesures de sécurité qui ont été prises pour vous? Est-ce que des éléments font la garde chez vous? Est-ce que vous-même, on vous a affecté, c'est pas moi, un élément qui est votre garde du corps et qui pourrait parer à toute éventualité au cas où il y aurait des menaces physiques sur votre personne? Au cas, le très célèbre homme de presse et homme politique que vous êtes en voie de devenir fait que les dispositions sécuritaires sont toujours conçues et gardées secrètes. Tout à fait. Donc ça ne peut pas faire l'objet d'exposition. Ah, mais ça peut être dissuasif également. Hein. Ma démarche peut être dissuasive pour prévenir les aventuriers. Ne vous en faites pas, cher ami. Le seul fait de dire que l'État veille à ma sécurité est largement suffisant. Maintenant, comment il veille, ça relève des professionnels. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on mettra. Qu'on peut dire, vous avez parfaitement raison. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? C'est vrai que nous avons diffusé l'extrait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette agression à la fois verbale, mais surtout physique, dont votre épouse a fait les frais, et ces personnes qui sont venues rôder autour de votre domicile à Douala? Oui, il y avait, mon épouse venait à peine d'arriver à mon bureau, c'est elle qui travaille là-bas. Moi, j'ai pris pratiquement ma retraite. Donc, elle est arrivée autour de 9h, 10h par là. Il y avait ce personnel qui était aussi déjà là. Et elle a vu quelqu'un qui est entré dans la concession, parce que c'est une concession, avec une vue sur la route Bourdonnais. Elle a remarqué qu'il y avait un groupuscule d'environ 6 personnes qui étaient restées dans la route Bourdonnais, un peu en retrait, avec des motos. Et ce monsieur est venu devant elle, lui demander où se trouvait monsieur Elimbi. Et elle lui a demandé, mais vous le voulez pourquoi? Est-ce qu'il y a quoi? Et le monsieur lui a dit, est-ce que vous trouvez normal que monsieur Elimbi parle de notre héros? Le sang va couler. Le sang va donc couler. Nous sommes venus manifester ici. Nous allons revenir manifester ici. Le sang va couler. On nous a dit qu'il vit à Bonapiso. Nous allons faire une descente là-bas. Et puis le monsieur s'est retourné. Il est parti. Rejoindre les autres qui étaient en route. Et ma femme, tétanisée, évidemment terrorisée, puisque le terrorisme n'est pas simplement quand on vous présente une arme, ou bien quand il y a une bombe qui explose. Il y a aussi la menace qui peut faire peur. Elle était paniquée, elle a fait 1, 2, 3 minutes avant de se ressaisir et se rendre compte qu'il faut m'informer. Elle m'a donc téléphoné rapidement en disant qu'il y a des gens qui arrivent à Bonapiso. Ils ont dit qu'ils vont faire une descente là-bas, qu'ils vont venir manifester chez toi, que le sang va couler, etc. Bon, j'ai pris la menace au sérieux, d'autant plus que 1 ou 2 semaines avant, et 1 semaine avant, je rentrais de Yaoundé pour faire une émission. Comme je rentre souvent tard dans la nuit du dimanche, eh bien, avant lundi matin, mon compteur d'eau avait été volé et on m'a appelé très tôt. Mon compteur d'eau à mon lieu de travail, c'est-à-dire à plus de 10 km de là où moi j'habite. On m'a appelé pour dire que mon compteur avait été volé. Or, à cet endroit où se trouve mon compteur, il y a plusieurs autres compteurs qui n'ont pas été volés. Bon, je termine. Donc vous étiez la cible. Pardon? Vous étiez la cible principale. Oui, c'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'il y a une forme d'intolérance qui s'accroît
et qui est en train de passer à la manifestation des menaces. J'ai compris ce vol comme une espèce de message. J'ai payé les frais nécessaires à la boîte. Le compteur a été rétabli le lundi de la semaine. Qui se termine comme ça. Et le mardi, il y a eu descente dans mon atelier, menaces, et voilà, c'est dans cette ambiance que nous sommes. Donc nous sommes dans le prolongement. Alors, Abel Elimbi Lobé, disons un mot sur ce qui a mis le feu aux poudres, si on peut s'exprimer ici. Est-ce qu'avec cette levée de bouclier, est-ce qu'avec la polémique qui a été créée autour de cela, et sachant votre grandeur d'esprit et cette volonté que vous avez à mettre à l'abri votre famille, est-ce que pour le grand homme que vous êtes, vous pouvez nous faire le plaisir à nous ici à BNews de dire à ceux qui ont été choqués par vos propos que vous le regrettez et que vous présentez les excuses pour cela? Non, il n'y a pas d'excuses à présenter. On ne présente pas des excuses pour avoir dit la vérité historique. Parce que de toutes les façons, si vous jouez à ce jeu, la vérité historique ne change pas. Elle demeurera et d'autres personnes la révéleront toujours plus tard. Je ne vous demande pas de revenir sur les propos que vous avez tenus, mais peut-être à l'endroit des proches de Ernest Ouandié, de ceux qui ont été choqués, de dire si mes propos vous ont choqué, vous m'envoyez désolé, ça ne veut pas dire que vous remettez en cause vos propos. Non, je ne suis pas un baratineur. Peut-être que vous êtes un champion du baratin, mais moi je ne suis pas un baratineur. Je suis quelqu'un qui fait face à l'adversité. Et je n'ai pas parce que quelques 2 ou 3 décervelés menacent. Je voudrais dire quelque chose, permettez-moi. Avant de le dire, est-ce que vous êtes quand même conscient que Ernest Ouandié et plusieurs autres personnes ont été réhabilités, et ce, par une loi? Cela au moins crée autour de ces personnes une certaine respectabilité. Si ces personnes ont été réhabilitées, ça veut dire qu'elles sont dignes. Ça, c'est la lecture que vous faites de la réhabilitation. Je vous rappelle que notre arsenal constitutionnel parle du pouvoir de grâce et de l'amnistie qui relève du domaine de la loi. Notre constitution ne parle nulle part de réhabilitation. Le pouvoir de réhabilitation est une manœuvre politicienne. On peut réhabiliter les pires bandits de l'histoire. N'allez pas recommencer, s'il vous plaît. Ne mettez pas de l'huile au feu. Je dis simplement que celui qui réhabilite, d'ailleurs vous voyez très bien que M. Osende Afana n'a pas été dans le souci de celui qui a réhabilité. Vous voyez très bien que tous les criminels qui ont tué des gens sous le prétexte Riedna Leba, Makanda Pout et bien d'autres qui ont tué les gens dans le pays Banen, dans la Sanaga maritime, tous ces criminels, on ne les a pas évoqués dans la loi de réhabilitation. On a évoqué leur patron, celui dont ils se réclamaient. Nous sommes en face d'une manœuvre politicienne. Je n'ai rien à regretter. Je dis simplement que j'ai entendu M. Zonga. Peut-être que vous aussi, vous l'avez entendu. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Et la faute commune ne crée pas le droit, Elimbi Lobé. Pardon? Comparaison n'est pas raison et la faute commune ne crée pas le droit. Laissez-moi aller au bout de ma pensée, sinon ça n'a pas été nécessaire. Allez-y, exprimez-vous. Voilà, j'ai entendu M. Zonga dire que le président Biya est un démon incarné. J'ai entendu ça. On a diffusé ça ici avant-hier. Voilà. Monsieur Zonga peut être condamné pour ça. C'est vrai. Je n'ai pas vu la communauté du président de la République lever le bouclier, lancer une fatwa contre monsieur Zonga. Je pense que tout le monde doit donc voir que le peuple étant a une certaine forme de tolérance. Comprend
que des gens qui sont habités par une inculture peuvent se livrer à des débordements